Bonjour à tous et bonjour Agnès. Je suis vraiment ravie de t'accueillir pendant ce sommet, Bâtir son nouveau futur, cette troisième édition déjà. Et tu aurais pu faire partie de la première édition puisque le parcours que tu vas nous partager aujourd'hui parle de ton ancien métier aussi, puisque tu étais aussi enseignante. Donc bonjour. Bonjour Virginie, merci de me donner cette occasion de parler de mon parcours. Bah, merci d'avoir accepté parce que je trouve que c'est pas un exercice qui est facile et c'est pourtant tellement essentiel pour les gens qui regardent en fait cette inspiration de se dire bah, effectivement il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui sont différentes et en fait chacun a son parcours, mais le parcours des autres peut nous inspirer, non pas en se disant que c'est un modèle, mais ça peut servir de source d'inspiration, de se dire qu'effectivement il y a d'autres parcours possibles et il y a d'autres suites possibles. Et donc, toi, tu en es la preuve vivante puisque donc, tu as enseigné pendant plusieurs années, tu étais professeur de français. Donc, c'est un parcours que tu as choisi, tu as fait des études de lettres, voilà, tu as aimé ton métier, tu as aimé la proximité avec les élèves, que tu aimes toujours d'ailleurs. Et à un moment, ben, voilà, il y a eu un switch qui s'est passé et tu as réalisé en fait que tu ne t'épanouissais plus dans la vie, non pas forcément que dans ton métier, mais dans ta vie. Et tu as osé mettre en place des temps de réflexion, des temps de prise de conscience, tu vas nous en parler d'ailleurs, et des changements surtout. Donc voilà, c'est ça qui est surtout intéressant. Et ben, je ne sais pas, est-ce que tu veux compléter quelque chose ou est-ce que tu veux qu'on passe directement au partage de ton parcours? Oui, je veux bien, oui, donc apporter mon témoignage, effectivement, et le sens que ça a pour moi, je te remercie de me donner cette occasion, ça a du sens par rapport à ces défis que je me lance. Tu parlais de changement, et effectivement, et pour moi, c'est un défi de visibilité, d'être là et de parler devant toi et devant vous en visio. C'est un défi à relever, d'être plus visible maintenant que j'ai choisi d'être entrepreneur. Et, hum, et c'est aussi de me mettre en perspective. Voilà, c'est quelques années qui se sont passées depuis que j'ai décidé de quitter l'éducation nationale. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'était euh, mon intervention. Je voulais témoigner sur le fait que j'ai été fonctionnaire. Donc, je suis passée de fonctionnaire à entrepreneur. Et c'était mon défi, avec à l'intérieur plusieurs défis. Donc, pour pas partir dans tous les sens, j'ai essayé de structurer un petit peu ce que je voulais dire à nos auditeurs, à ceux qui vont nous écouter, pour que ce soit bien utile, notamment les enseignants, mais pas uniquement. Euh, En fait, j'aurais bien aimé, moi, quand j'ai eu quand j'ai su que j'allais partir, quitter l'éducation nationale, j'aurais bien aimé, en fait, ce qui m'empêchait de partir, parce que j'avais envie déjà avant, c'est que j'aurais aimé avoir une boule de cristal pour savoir comment ça allait se passer, ce qu'il fallait faire, etc. Donc, voir l'avenir. Donc, c'est un peu, je me dis que de témoigner ici, c'est un peu, justement, peut-être, voilà, aider certaines personnes à faire le pas, de se choisir elles-mêmes, de choisir de faire les bons choix pour elles-mêmes, quels qu'ils soient, que ce soit de rester ou de partir. Mais le fait voilà, d'entendre quelqu'un qui l'a fait, moi, j'avais pas tant de témoignages que ça, en fait. Je me sentais assez isolée, comme je vais le raconter. Donc, j'avais une vision à cette époque, donc que finalement, depuis, j'ai changé. Et j'ai pas mal changé, comme tu disais, il y a eu des changements intérieurement. Mais j'avais cette vision qu'il y avait comme un chemin, voire plusieurs chemins définis dans la vie, et que pour avoir une bonne vie, pour réussir sa vie, il fallait choisir le bon chemin. Voilà. Je pensais qu'il y avait des mauvais choix d'un côté et qui emmenaient vers la mauvaise direction.
Et puis il y avait des bons choix à faire qui amenaient dans la bonne direction. Même s'il y avait plusieurs choix, quand même, j'avais évité qu'il y avait plusieurs choix, mais je pensais qu'il y avait des bons et des mauvais, une vision un peu binaire que j'ai euh, que j'ai un peu, voilà, petit à petit, je me suis détachée de cette vision-là. J'en ai une autre. Est-ce que tu Et dirais que cette histoire de bons et de mauvais choix, est-ce que ça a quelque chose à voir avec des choix raisonnables? oui, c'est ça, hein, c'est un peu. En fait, c'était hérité de mon éducation et où il faut être raisonnable. Mon éducation et puis aussi le formatage, hein, je dirais aussi de l'éducation nationale, hein, parce qu'on nous instruit comme ça. Mon éducation, c'était, j'avais pas trop de choix, c'est comme ça et pas autrement. J'ai été élevée dans une famille nombreuse avec des parents qui travaillaient tous les deux et puis qui ont fait beaucoup d'efforts pour, euh, pour s'insérer un peu et pour eux aussi avoir réalisé leurs rêves. Mais dans leur vision, bah voilà, les enfants, on leur donne pas le choix, ils font ce que disent les parents. Donc voilà, je suis faite aussi de ça. Et puis pour l'école, l'école, en fait, euh, tu le sais, hein, on a le statut de l'erreur, il est quand même particulier et bien, voilà, je vois l'erreur maintenant bien différemment que celle que je voyais en tant qu'élève et puis ensuite, même en tant qu'enseignante à mes débuts, voilà, je voyais pas l'erreur en fait comme cette occasion de rebondir et d'apprendre comme je le vois maintenant. Maintenant, on a le dicton, soit je gagne, soit j'apprends. On se trompe pas en fait, il y a pas d'erreur en fait, il y a que Il n'y a des pas de choses à mauvais apprendre. chemin. Ouais, il n'y a pas de Il mauvais n'y a chemin. pas de mauvais chemin, en fait. C'est le Mm. chemin tel qu'il est, avec les leçons qu'il a apportées. Donc, ce changement de vision que j'ai eu, là, il s'est fait progressivement. Ça s'est pas fait d'un coup. J'ai pas décidé réellement au préalable. C'est que il y a eu euh, plusieurs phases que chacune m'a apporté des prises de conscience. Et c'est ce que j'aimerais maintenant présenter. Euh, euh, et, et, euh, et peut-être que chacune de ces phases peut faire écho, peut résonner pour les personnes qui nous écoutent, même s'il n'y a pas toutes les phases, mais voilà, je me dis que c'est ce qui peut être intéressant. Ouais, Alors, ouais. Et quand tu m'as partagé justement ce que tu voulais dire et les points que tu voulais aborder, j'ai trouvé ça intéressant que tu commences justement par cette première phase où tu disais trouver des moyens pour alléger les frustrations, le stress et les contorsions. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont nous regarder qui sont peut-être dans cette phase-là. Donc ça, je trouve ça important, effectivement. Mm. hum, oui, le mot contorsion, j'ai cette image du contorsionniste. Je sais pas si tu as connu. Mm. Il y a, voilà, quand j'étais ouais, ado, ou pas plus jeune, mais tu sais, qui se contorsionne pour se mettre dans la boîte, etc., dans le cube, il se pliait dans tous les sens. J'ai vraiment cette image presque douloureuse parce que j'ai jamais aimé vraiment le cirque et les contorsionnistes ou ces choses-là. Ça m'a fait. Donc oui, moi, il y avait comme, je me sentais vraiment comme ça, à trouver des astuces pour que ça aille bien, pour cette pesanteur-là que j'ai ressenti dans cette phase d'avant de partir, en fait, avant que j'ai l'audace de partir, parce que avant voilà, je pensais que c'était là, que j'avais, et je pense que j'ai apporté des choses là où j'étais, hein, mais ça avait un sens quand même pour moi là où j'étais, d'être enseignante dans des collèges. Euh, voilà, plutôt défavorisés de la banlieue parisienne, quoi. Moi, j'avais grandi dans la banlieue parisienne, donc voilà, je pensais et j'ai mis toute mon énergie pour transmettre euh, ce goût des mots et des livres, hein, j'ai pas dit, mais j'enseignais le français en fait, j'étais professeur de français et quand on est professeur de français, la charge elle est quand même assez importante, je trouve. Voilà, c'est mon point de vue par rapport à d'autres disciplines, même si être prof de maths ou même de PS, c'est quand même aussi
Voilà, c'est pas gagné non plus dans le système tel qu'il est, avec pas mal de contraintes pour l'enseignant. Mais disons qu'avec la langue française, quand même, qui pour moi, c'est quelque chose dont on est fait, on est tricoté. Et les enfants arrivent en sixième, puisque j'ai enseigné essentiellement en collège, hein, avec quand même pas mal de difficultés et pas mal aussi de différences de niveau, hein. J'ai eu de très bons élèves qui adoraient la lecture et avec des élèves qui détestaient ça. Donc le défi était quand même assez lourd et c'est une grosse charge mentale. Et j'ai vraiment mis de l'énergie pour essayer de trouver des processus, des situations de classe, d'organiser ma classe différemment, en faire plein de choses pour que ce soit juste pour moi. Parce que quand même, dans le fond, je trouvais ça quand même assez injuste de pas pouvoir aider tout le monde, de pas pouvoir, voilà. Il y avait quand même un fond d'injustice qui était assez douloureux et assez frustrant pour moi toutes ces années. Et c'est ce qui a fait que je suis partie en définitive. C'était une somme de toutes ces frustrations, chercher des solutions, comme faire du yoga dans la classe. Je me suis formée, j'ai fait plein de formations. Je suis intéressée par beaucoup de choses, et à côté, je ne pouvais pas faire les deux, en fait. Mon envie de théâtre, tout ça, que j'arrivais à faire. J'ai essayé de faire une thèse à côté, voilà, et c'est de trouver, en fait, de manière que ça reste OK pour moi. Mais, mais il a quand même fallu la 2020 pour me donner ce coup de pouce, pour me dire que non, que c'était plus OK pour moi. Donc il y a cette première prise de conscience de cette phase numéro un. Je suis la seule à pouvoir dire stop, à pouvoir dire Mm. à quel point c'est insupportable pour moi et que personne n'allait me le dire, en fait. Et même si je trouvais des stratagèmes, des solutions, des stratégies plutôt, pas des stratagèmes, bah, au final, ça restait quand même, je faisais ce constat que c'était pas OK pour moi. Et aussi, voilà, d'enseigner comme ça. Donc, Donc la première il y a décision que eu, tu as prise, c'était justement d'alléger en fait ce qui te pesait trop. oui, c'est ça. J'ai pensé au mi-temps. Mm. J'ai pensé au mi-temps, je me suis mise à mi-temps, temps partiel, j'ai essayé le temps partiel aussi, 80%, je crois même 70%. Mais l'année où je me suis mise à mi-temps, je savais que bah, ça allait pas tenir financièrement. Donc, il y a coïncidence, je crois bien que l'année où j'étais à mi-temps, bah oui, c'était 2019, la rentrée 2019. Donc, c'est l'année où en 2020, il y a eu cette crise collective autour de la crise, comment dire, Covid, Covid, que le je sais pas si tout confinement. le monde, parce que tout le monde ne comprend pas quand je dis ça. C'est moi, c'est tellement évident, ça a pris tellement de place, ce confinement. Est-ce que tout à coup, on nous a demandé de faire en tant qu'enseignant dans voilà, dans notre façon d'enseigner, le confinement, le fait de faire à distance, puis le fait de reprendre aussi dans des conditions qui m'ont semblé tout à fait injustes, iniques, voilà, et même inenvisageables en fait. C'est pour ça que en fait, je suis partie. Et j'ai trouvé voilà, l'audace de rédiger une lettre de demande de rupture conventionnelle. Je faisais ce constat que j'avais plus rien à perdre en fait et que de toute façon là financièrement ça allait être un peu chaud vu que j'avais demandé un mi-temps, donc voilà, c'était quand même un grand saut dans le vide, une sorte de saut de la foi, et que le monde, je réalisais en fait que le monde était malade. Pour moi, c'était voilà, c'est le monde qui était malade en fait, dans le sens dans le sens d'incohérence et de oui, c'est le mot folie qui me vient. Le monde est devenu fou. Je crois même l'avoir dit aux élèves. Alors, je le disais à demi-mot parce que demandant une rupture conventionnelle, j'avais quand même envie de l'obtenir, donc de ne pas tout, comment dirais-je,
compromettre par une attitude un peu trop en décalage de ce qu'on attendait de moi, parce que même si j'ai demandé ma rupture conventionnelle, c'était une demande, donc je ne savais pas si j'allais l'obtenir. Et donc, ça a mis un certain temps. J'ai demandé in extremis en juin parce que j'avais demandé de l'aide. Ça m'a fait perdre du temps quand même pour cette rupture. Et en fin de compte, ça s'est pas très bien passé. J'ai trouvé un organisme du coup, je recommande pas parce qu'ils ont essayé de me dissuader de le faire, d'attendre un petit peu, que avec les événements de mars 2020, qu'il valait mieux, au contraire, attendre. Enfin, il valait mieux pour moi, alors que moi, tous les signaux me disaient, ben non, ça va pas du tout, je suis plus du tout en accord avec ce qu'on me demandait de faire, donc Et ça, c'est finalement, je me intéressant, suis... je me permets de t'interrompre là, Agnès, parce que Oui, ça, c'est intéressant. Tu vois, tu es arrivé à un moment où pour toi, les choses étaient claires, il fallait que tu te sauves. Et tu as demandé de l'aide parce que tu sentais que c'était encore difficile toute seule. Donc ça, c'était une première étape. Et en fait, l'aide attendue n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire que l'aide que tu attendais pour partir a été une aide qui a essayé de te dissuader. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que quand même, tu as fini par t'écouter, te dire, non, mais en fait, là, ce qu'il me raconte, c'est pas moi. C'est pas, je ne peux plus, je ne peux plus. C'est, si je demande de l'aide, c'est que vraiment, là, je ne peux plus toute seule. Ils n'ont pas compris. Tu vois, il y a ce côté un peu, je pense que je suis un peu comme ça aussi, hein. C'est difficile de demander de l'aide. Donc, quand on demande de l'aide, c'est que c'est vraiment, là, il faut oui, faire quelque chose, tout à quoi. fait. Et ce côté de ne pas avoir été entendu, dans le sens où toi, tu as fait une demande en disant, ben voilà, ça va pas, je veux partir. Et ce qu'on a entendu, c'est, oh, ben, c'est les premiers signes, ça va s'améliorer, on va trouver des solutions. Sauf que toi, les solutions, tu avais déjà tout envisagé avant et là, c'était fini, quoi. Tu avais pris ta décision de Oui. partir, tu voulais juste qu'on t'aide à partir et tu n'as pas été entendu dans ta demande parce qu'en fait, la demande que tu as formulée était peut-être trop timide et les personnes ont essayé de te dissuader. C'est ça. Mm. Ah, je trouve ça Oui, intéressant c'est parce que ça. du coup, tu es revenu à toi et tu t'es dit non, c'est pas eux qui ont raison, c'est moi. Je sais que je ne peux plus. Oui, oui, effectivement. Et puis, je sentais, je ne l'ai pas dit aussi, mais il y avait cette question de l'âge aussi. En fait, voilà, à 30 ans, à 35 ans, peut-être que effectivement, on peut peut-être attendre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Oui, j'avais déjà, mais là, voilà, j'avais passé 50 ans, j'avais plus rien à perdre, voilà. Donc, je sentais bien que c'était effectivement un conseil qui me convenait pas à moi où j'en étais à cette époque-là. Et j'avais l'impression aussi que l'éducation nationale, c'était énorme et que j'allais pas pouvoir seule me obtenir voilà, une rupture conventionnelle, hein. Bon, les gens connaissent en général, mais voilà, ça permet aussi de pas démissionner et donc d'obtenir financièrement, voilà, d'assurer les arrières, quoi, quand même, hein. On fait le saut de la foi, mais quand même, il y a le filet financier de sécurité qui laisse, voilà, ça reste quand même oui, raisonnable du coup, parce que j'avais pas envie non plus comment dirais-je, que l'éducation, en fait, moi, je voyais le mauvais, enfin, j'aurais fait avec, je sais pas ce qui se serait passé s'il m'avait refusé, mais en tout cas, peut-être que je serais quand même partie, je sais pas, mais je trouvais qu'il y avait cette opportunité. C'est ça que j'attendais, que l'aide, je l'attendais pour que je puisse partir dans les meilleures conditions possibles, en Mhm. fait. Mhm. Euh, que voilà, c'était une possibilité offerte par l'Éducation nationale. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues ne le savaient pas. Moi, il faut dire que c'était un petit peu nouveau dans la mise en C'est place. nouveau, ouais, ouais, tout à fait. Mhm. Il y avait bien cette indemnité de départ volontaire. Ça existait même quand je suis entrée dans l'éducation nationale. Je Mhm. savais qu'il y avait ça, mais, sous cette forme-là, c'était je crois que c'est 2018 que ça a été Non, non, mis dans les... 2020. 2020. Oui, mais c'est le cadre de cette loi SRU, je crois, la loi de la simplification de la fonction publique. Je crois que c'est parti de là, mais effectivement, pour les enseignants,
voilà, c'est pour ça en fait que j'étais déjà prête puisque j'avais déjà fait des choix qui allaient dans ce sens-là. Mm. Alors évidemment, je ne veux pas être trop longue, hein, il y aurait plein de choses à dire. Donc j'en étais à cette phase où je me dis plus, voilà, j'arrive à cette phase d'inconfort en fait où j'attends, voilà, où je fais quand même la rentrée, ce que je voulais pas. J'avais imaginé quand même en demandant cette rupture que j'allais pas, voilà, le confinement s'étant terminé, et qu'on nous demande en septembre de reprendre, enfin, c'était terminé pour une partie de la population. Voilà, encore chose injuste, parce que les enseignants sont les seuls à... Enfin bref, je passe les détails. Voilà, cette phase très inconfortable, très difficile, où je réalise que mes collègues ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi. Je suis même montrée du doigt pour ne pas faire comme il faut, pour ne pas appliquer les protocoles et les consignes. Donc en même temps, j'essaie de pas me faire trop remarquer parce que je voudrais obtenir cette rupture conventionnelle. Donc, je me suis une période où j'étais quand même assez seule. Je me suis sentie quand même très seule et c'est vrai que du coup, c'était un peu le saut de la foi, mais la compréhension aussi que en fin de compte, bah oui, comme tu disais un peu tout à l'heure, ça m'a quand même un peu renforcée. Voilà, c'est le principe de responsabilité et de souveraineté, en fait, que j'ai semé en moi, qui s'est renforcé en moi, que j'ai compris. C'est voilà, c'était la prise de conscience, cette troisième prise de conscience de cette phase-là, de dire que en fait, je suis souveraine, je peux prendre le pouvoir, je peux choisir ce que j'ai envie de faire de ma vie, quitte à être seule. Bah Mm. voilà. En fait, cette période-là, j'ai fait des rencontres en dehors. J'ai fait pas mal de rencontres déjà parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens en dehors de la bulle éducation nationale, qu'il y avait un autre monde et qu'il y avait des gens qui faisaient ce constat déjà depuis longtemps que, que finalement, ben, on était, contrairement à ce que disait l'école, il n'y avait pas un seul chemin possible et qu'on pouvait inventer sa vie en fait. Euh, d'une manière euh, différente de celle que laisser entrevoir l'éducation nationale, c'est-à-dire il n'y avait pas que un chemin possible, voilà, les notes, avec tout ce que ça, les notes, les bulletins, etc. Ce ne sont pour moi maintenant qu'un point de vue d'adulte, d'enseignant sur un parcours, mais en réalité, on n'a pas accès à tout le reste, la famille, l'histoire de la personne, quoi. Bref. Ouais. La quatrième phase, Ouais, oui, et tu ce voulais? moment-là, en fait, non, tu disais, donc ce moment-là où finalement ta rupture conventionnelle est acceptée, ça a été vraiment une vraie libération. Parce que comme tu dis, tu venais de traverser une période où tu t'es sentie seule, tu t'es sentie incomprise, tu sentais qu'il y avait plein de choses injustes, et en même temps, tu découvrais qu'il y avait des gens à l'extérieur de l'éducation nationale, donc à l'extérieur de tes relations habituelles, qui pensaient comme toi. Donc voilà, ce côté, je m'ouvre au monde. Et voilà, je sors de ma boîte et je découvre qu'il y a des choses. Moi, je trouve ça fascinant, en fait, comment tu l'as Oui, présenté. oui, oui, tout à fait. Tu fais bien de rappeler la boîte aussi, parce qu'en fait, on s'imagine qu'il n'y a que la boîte, voilà, et que la vie, c'est en fait, c'est arriver à trouver la meilleure place possible, mais que c'est quand même dur la vie et que c'est un peu normal de se sentir inconfortable. Mais non, en fait, en fin de compte, il y a des gens qui ont fait d'autres choix en dehors et effectivement, les rencontres, voilà, il y a eu comme un déclic et une sorte de validation, en fait. C'est ça, en fait, se sentir validé, sentir que j'ai fait le bon choix et sentir que les conseils, voilà, ou d'attendre, etc., tout ce qu'on me disait, et même de ma famille aussi, qui du coup, avait très peur pour moi, parce que c'était... bon, ben voilà, je venais d'un milieu où devenir enseignant, c'était vraiment le Graal. J'avais décroché le Graal, être fonctionnaire. Pour ça, je disais de fonctionnaire à entrepreneur, même si on peut être entrepreneur et fonctionnaire. Ça, j'ai pas réussi. Pour moi, c'était vraiment, voilà, dans ma prise de conscience, c'était vraiment, il fallait que je sorte de la boîte.
C'est ça qui m'a apporté l'énergie de tout changer, et donc de déménager, de quitter Paris. Ça, c'est la quatrième phase. Euh, et d'aller à la campagne. Ça, c'était mon rêve aussi, parce que dans mon enfance, durant mon enfance, j'avais vraiment eu ces graines semées des colonies de vacances où on quitte Paris, où on fait des activités manuelles, on chante. J'avais eu ce goût de la nature et du collectif. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément et qui, à ce moment-là, a pu voilà, éclore, germer. Et j'avais cette vision voilà, de se retrouver entouré d'arbres. Voilà, donc il a fallu quand même concrètement, financièrement, faire mes petits calculs et puis de me rendre compte que c'était quand même que c'était possible, donc avec l'aide quand même de l'indemnité que j'ai reçue, même si ça suffisait pas. En fin de compte, j'avais un crédit immobilier, donc voilà, c'était là les calculs en fait. Si je rembourse mon appartement, donc il fallait que je parte. Donc voilà, tout se tenait en fait dans le déménagement et le fait de partir à la campagne et de trouver des logements moins chers, largement moins chers. Là aussi, c'est sortir de la boîte. Paris, ah bah oui, tout, il y a une autre vie loin de Paris qui est notamment beaucoup moins chère. Voilà, ça m'a permis d'avoir des arbres tout autour de moi. Donc ça, je l'ai concrétisé. Et cette quatrième prise de conscience, c'est qu'en fait, à partir du moment où on s'autorise, eh ben, en fait, les aides arrivent et la réalité, je construis ma réalité, en fait. Je crois Mm. maintenant beaucoup que, en fait, contrairement à ma vision binaire de faire les bons choix, les mauvais choix, etc., ben, en fait, les choix, on les construit, en fait. Ces constructions, ça part de moi maintenant. Je comprends et c'est les conseils que bah, d'ailleurs que j'ai un peu impulsé, que j'ai dit à mes élèves en leur disant au revoir, en disant mais surtout n'oubliez pas vos rêves et de les concrétiser. Et donc j'avais comme cette promesse faite à mes élèves et maintenant il fallait que je le fasse pour moi-même. Je crois vraiment que c'est ça en fait en tant qu'enseignante, car je me sens encore enseignante, enfin avoir des choses à transmettre, moins des leçons que que des partages de vie et d'expérience. Mais c'était ça, c'était que, en fait, ça se construit, ça se fabrique avec notre énergie, avec qui on est, avec nos envies. Le mot envie, il est pour moi très important, car c'est ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui nous maintient en santé. Donc, le défi que je poursuis maintenant, c'est de faire avec mon énergie, avec qui je suis. J'apprends encore à demander de l'aide, j'ai encore demandé de l'aide sur ce chemin-là, sur le chemin de l'entrepreneuriat. C'est la cinquième phase, la cinquième et dernière phase que je souhaite présenter maintenant. C'est la phase de l'autre côté du miroir. Donc, je me voilà entrepreneur, entrepreneureux, c'est-à-dire à mettre en place un moyen de subvenir à mes besoins, de remplir mes besoins, d'avoir des revenus avec mon énergie, avec un dispositif que j'ai choisi, qui me convient et que je trouve juste pour moi et pour les gens qui font appel à moi. Il est Mm. hors de question que voilà, oui, j'accepte de vendre des choses, de vendre des offres, des services, mais auprès de gens qui ont envie de travailler avec moi, de mon aide, qui ont besoin de mon aide, en fait. Je sens que je n'ai plus de leçons à donner. Je veux pas être une donneuse de leçons. J'aimerais bien, je pense que j'ai encore à apprendre sur le fait que les gens viennent vers moi plutôt que d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Je n'ai plus personne à convaincre. Ceux qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils sentent que je peux leur apporter quelque chose. Ça, c'est très important pour moi. Et pour ça, je, bah Ce voilà, c'est comme défi, ça que, ce défi de la visibilité d'ailleurs, parce qu'effectivement, les gens peuvent venir à toi, mais à condition qu'ils sachent que tu existes. voilà, bah oui, c'est ce que j'ai compris. Ce qui est difficile pour moi, en fin de compte, il y a plein de défis. Il y a d'autres défis en fin de compte. Une fois qu'on a passé un cap,
Mais en fait, c'est de comprendre que la vie, elle est pleine de défis Mm. et que je me suis rendu compte que si j'étais très à l'aise dans une classe et que ça se passait très bien avec mes élèves, voilà, je suis pas partie en fuyant mes élèves. Bien au contraire, c'est plus, on l'aura compris, le système, la matrice, la boîte, quoi. Et donc, pour moi, c'était en fin de compte de continuer cette énergie d'enseignante indépendante. Et en fin de compte, je me suis, oui, rendu compte, c'était cette prise de conscience qu'il fallait être visible, que pour que les gens viennent à moi, il fallait qu'ils sachent que j'existe. Et c'est comme ça que j'ai fait, et j'ai trouvé, j'ai cherché de l'aide aussi à ce niveau-là. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés de l'autre côté du miroir avec notamment ce réseau, le pouvoir d'entreprendre. Qui moi me permet aussi de faire un- de passer un cap, ce cap de la visibilité. Je suis encore dedans. On s'est rencontrés il y a pas si longtemps et, euh, et ça m'a confirmé en fin de compte que finalement, oui, c'est ce que je voulais dire aussi, de l'autre côté du miroir, en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas seul aussi, et puis surtout, se choisir, ce n'est pas rester dans sa bulle, en fait. On peut se choisir et en fin de compte, il y a plus grand que soi, en fait. C'est cette dimension du collectif Mm. que moi, j'aurais envie de souligner parce que c'était pas évident pour moi en 2020. J'en avais pas conscience qu'il y a plus grand que soi, en fait. Tout n'est pas sur nos épaules et que dès lors qu'on se choisit, en fait, on trouve des aides, on demande de l'aide, mais aussi il y a, comment dirais-je, il y a une dimension que j'assume de dire spirituelle, en fait. Moi, j'ai cette compréhension de l'humain spirituel aujourd'hui, de qui je suis. J'ai contacté ma dimension spirituelle qui n'est pas quelque chose de perché comme je pouvais l'imaginer avant. Pour moi, c'est vraiment une dimension simplement qui nous dépasse, de comprendre que il y a notre énergie, mais notre énergie, elle est en relation avec les énergies des autres. Oui, je suis une créatrice géniale, mais en fait, tout autour de moi, il y a aussi des créateurs et des créatrices géniaux, géniales comme toi. Je trouve que tu as cette magie de mise en relation et de révéler aussi les gens à leur potentiel tel que moi je le conçois. Et ça, c'était vraiment une dimension importante de ma cinquième prise de conscience. C'est que c'est d'inspirer et de se laisser aussi inspirer. L'inspiration, c'est vraiment un mot important pour moi. Et aujourd'hui, je me laisse inspirer. Et il y a trois axes qui, voilà, pour finir sur ce qui était important pour moi de partager. C'était aujourd'hui ce qui m'inspire et ce qui me fait tenir, qui me guide, qui m'oriente. Trois axes. L'axe de la lenteur. Je crois vraiment en la lenteur, en dépit de ce que le monde semble nous dire. La lenteur, la nature aussi, je pense que c'est un axe, la nature, La sa reconnexion à la propre nature. nature. Mm. La Comment? reconnexion à la nature aussi. C'est ça, le mot reconnexion est très important. Tu fais bien de le dire, voilà, se reconnecter à soi, à sa nature, qui je suis réellement. Voilà, j'ai fait beaucoup de changements, même physiques, pour ma santé. Ça m'a fait énormément de bien de suivre mes vrais besoins, de comprendre quels étaient mes vrais besoins de femmes, de femmes vieillissantes, dirait une des personnes de mon village que j'ai rencontré. Alors pareil, j'ai atterri dans un village où c'est plein voilà, de créatrices géniales, de femmes. Voilà, voilà, je n'ai fait je ne fais que de belles rencontres. Ça, j'en suis ravie. Et le troisième axe, c'est l'axe du mouvement qui va un peu avec celui de la lenteur. Mm. Parce que ce que je voulais aussi dire rapidement, les malentendus qu'il y a autour de la lenteur, dont on a pu parler aussi
avec toi et puis aussi avec d'autres personnes que j'ai rencontrées parce que euh, c'est pas si oui, ça n'a pas été ces 5, 6 années où voilà, il y a eu des hauts et des bas, ça n'a pas été si facile. Je me suis pas immatriculée tout de suite. Je suis allée un peu vers le salariat aussi parce que tout s'est pas passé comme j'imaginais. Et il y a des gens qui, voilà, des gens, voilà, des convenus, on va dire, qui ont été aussi des leçons. Et cette lenteur-là, j'ai compris quand même à quel point elle était mal vue, mal comprise. La lenteur, on pense souvent que c'est immobilité. Elle était confondue avec l'immobilité, alors qu'en fait, la lenteur, et ça, j'en viens même au point de vue physique, parce que j'ai beaucoup appris aussi sur la santé, sur comment se maintenir en santé, etc. Et en fait, la lenteur, elle va beaucoup avec la mobilité, en fait. Enfin, mettre de la lenteur, c'est aussi s'autoriser un mouvement sain, en fait. C'est aussi s'autoriser à avancer, avancer lentement, c'est aussi s'autoriser à avancer tout court. Quand on veut aller trop vite, bah, je pense qu'on peut aussi prendre le risque de casser, de se Mm, casser, mm, de... mais même physiologiquement, hein, mm. il est très important, je pense, voilà, la lenteur, ça va aussi avec un certain silence, avec une certaine prise de conscience, toutes les prises de conscience dont j'ai parlé. La lenteur dans notre monde, on va dire, qu'on partage hein, en Occident. Voilà, c'est souvent associé, parfois lenteur, lenteur d'esprit, imbécilité. C'est pas associé forcément à l'intelligence. Or, là aussi, j'ai compris à travers des formations que j'ai faites aussi. Je me suis beaucoup formée aussi, j'ai oublié de dire, durant ces années de passage de l'autre côté du miroir. J'ai trouvé aussi beaucoup de formations et j'ai compris qu'en fait, je me suis tournée un peu vers les neurosciences et le cerveau, en fait. Quand on veut changer des choses, bah, il faut faire avec son cerveau et son fonctionnement. Et les neurosciences apportent beaucoup là-dessus. Et j'ai compris que la lenteur, eh ben, elle est un garant très important de l'apprentissage, de l'apprentissage. Si on veut apprendre, échanger, c'est un peu aussi apprendre. Quand on veut apprendre, et ben, durablement et sainement avec qui on est, C'est ça, c'est important durablement. de... Comment? Oui, durablement, c'est important, ouais. Parce qu'on peut changer très vite, mais est-ce que le changement sera durable? Voilà, c'est pas ancré, Mm. c'est pas durable. Et moi, vraiment, dans le côté durable, je pense vraiment à toutes ces croyances. C'est aller vers les croyances profondes, nos croyances soutenantes. Il y a les croyances limitantes dont je me suis débarrassée. Et j'ai mes nouvelles croyances. Je pense que ce sont des croyances aussi, parce que je vais peut-être encore changer, hein, c'est pas fini. Mais effectivement, j'ai compris que apprendre, bah, ça se fait au niveau du cerveau par des circuits qui sont des circuits de la lenteur. Apprendre à lire et à écrire, et ben, avec des méthodes inappropriées, ben, on peut le faire, mais ça peut renforcer des dyslexies, ça peut mener même à la dyslexie. Je me suis formée sur la dyslexie. Je voulais peut-être au passage citer Pédagogie, le gros travail qu'a fait Guillaume Bousquet, avec qui je continue encore de me former sur la lecture consciente, sur les moyens. Il m'a donné vraiment, transmis des outils qui me permettent aujourd'hui d'avoir la confiance que je peux aider des personnes qui auraient des problèmes de dyslexie et qui auraient des problèmes au niveau de l'orthographe, etc. Maintenant, il y a des outils qui sortent des sentiers battus, qui sortent un peu de tout ce qu'on peut dire que la dyslexie, c'est sans fin, etc. En fait, oui. Et notamment via la lenteur, de revenir au un pas après l'autre, de revenir au B à bas. Et on pense souvent que lenteur égale improductivité, égale stagnation. Et ben non, en fin de compte, je pense maintenant, aujourd'hui, que cette lenteur, elle est aussi nécessaire via le repos. Elle permet le repos. Mm. Se reposer, c'est très mal vu. Et en réalité, c'est un incontournable pour se régénérer, pour renaître de ses cendres, comme moi, j'essaie de faire dans mon défi.
Voilà, dans ma deuxième partie de vie, c'est vraiment le défi, savoir prendre des pauses, me reposer, me régénérer. Et là, il y a plein de pistes vraiment à notre disposition. Là, je vais pas citer de nom, mais, euh, mais avec YouTube, on peut vraiment trouver des voies pour ça, pour apprendre à se reposer et à prendre un peu de hauteur. Et puis la dernière chose que je voulais dire aussi sur la lenteur, qu'elle était souvent confondue. Là, je vois avec mes élèves, lenteur, ennui. On pense que si c'est lent, etc., les enfants sont beaucoup formatés aux écrans qui vont vite et ils sont au niveau du cerveau, ils ne supportent plus, hein. J'ai bien vu sur mes 20, 25 ans d'enseignement, hein. J'ai quand même enseigné à l'Éducation nationale durant 25 ans et j'ai donc vu cette évolution de ne plus supporter les temps d'arrêt, de ne plus supporter la lenteur. Et, euh, et en fait, je vois elle recèle beaucoup de trésors, la lenteur. Dès lors qu'on voit qu'on recontacte un petit peu son enfance, en fait, moi j'ai cette image de l'enfant qui est là en train de regarder une petite fourmi. J'étais de ces enfants qui pouvaient rester des heures à regarder une fourmi en train de voir ce qu'elle était en train de faire. Donc tout ça, ça va avec une lenteur. Il y a vraiment une joie cachée derrière la lenteur, ce type de lenteur de, et et la curiosité, en fait. Pour moi, je ne me suis jamais ennuyée. Je suis quelqu'un, je me dis un peu lent, mais en fin de compte, c'est parce que je suis curieuse, parce que je suis curieuse de plein de choses. Et puis, il y a un temps pour la lenteur, et puis ça m'empêche pas de faire des accélérations. Voilà, comme j'ai vécu, expérimenté, je sais qu'il y a des accélérations et des ralentis. L'un n'empêche pas l'autre. Et Voilà. quand tu Donc, dis effectivement curiosité, j'irais même plus loin parce que quand tu parles de cet enfant qui est capable de regarder une fourmi pendant des heures pour regarder comment elle s'organise, ce qu'elle fait, etc., pour moi, c'est de l'ordre de l'émerveillement. Ce dont c'est les ça. enfants sont tout à fait capables et qu'on perd un petit peu en devenant adulte parce qu'effectivement, il faut aller vite. On n'a pas le temps de regarder une fourmi pendant 10 minutes, quoi. Hein. Il faut aller vite. Si on veut des infos sur On- les fourmis, on va regarder un documentaire, on apprendra tout. Alors qu'en fait, oui, et les enfants, ils s'émerveillent en fait devant ce qu'ils connaissent pas. Et c'est un peu oui. retrouver cet émerveillement en fait. C'est ça, tout à fait. Et comprendre qu'en fait, on est fait de ça, en fait. C'est notre nature profonde, en fait, de l'émerveillement, euh, de. Enfin, pour moi, je parlais de spiritualité, mais c'est vraiment ça, le sens que j'ai, le cadeau de toute cette expérience, c'est d'avoir compris en fait, tout est émerveillement et que tout est déjà là sous nos yeux et que les personnes aussi, la nature, mais aussi les gens, et que qu'il y a que des belles rencontres à faire. Et, euh, Effectivement, c'est un mot très important. Bon, il y a eu celui d'enfant intérieur, etc. Ça a été un peu modélisé. Euh, mais je trouve que dans le mot émerveillement, il y a aussi cette magie à laquelle on renonce. Où voilà, je me suis vue renoncer comme quelque chose qui n'était pas raisonnable. Raisonnable. Voilà, bah non, mais en fin de compte, et si c'était ça, justement, le cœur le, 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 le cœur du vivant, voilà, moi, voilà, c'est le mot le vivant est magique. Et se retrouver cette magie du vivant, moi je trouve ça bien de de finir comme ça. Mhm. Voilà mon partage Ouais, bah avec merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès pour tout ça parce que c'est très enrichissant et très revitalisant, je trouve. Voilà, tout ce que tu partages mm, et se reconnecter à soi, bien sûr, à sa vraie nature et à la nature en général, hein, avec cette idée de, tu parlais ça y est, j'ai perdu le mot, euh, de spiritualité en fait, c'est ça, c'est être conscient finalement qu'on appartient à un grand tout qui nous c'est dépasse, ça. qu'on ne maîtrise pas, mais où on a notre petite part à faire en fait. C'est ça que je comprends et je trouve ça super.
Et donc, ton actualité aujourd'hui, puisqu'effectivement, comme tu dis, on est toujours en chemin, on est toujours en train de se chercher, en train de chercher de nouvelles choses, d'apprendre, de s'améliorer, de découvrir, de s'ouvrir, de faire des partenariats, etc. Ça, c'est clair. Et donc, je suis très contente, effectivement, aussi d'avoir fait partie de pouvoir d'entreprendre et de te connaître par ce biais. Donc, ça, c'était chouette. Oui. Et, Mhm. aujourd'hui, ton actualité, comme tu le disais, tu te sens encore enseignante parce que tu continues d'aider les enfants, en fait. Même si tu n'es plus dans l'éducation nationale, tu continues de les aider. Justement, c'est une partie de ton activité aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et ce que tu viens de dire me fait penser aussi que je me suis aussi autorisée à me dire ne pas enseigner. C'était une des options aussi, hein. Mm. C'était, en fait, j'ai un peu bouclé la boucle en quelque sorte parce que je me suis dit, bon, enseignante, peut-être que c'est derrière moi. J'étais prête à laisser, mais en fait, le cadeau, c'est de voir que je me sentais quand même profondément enseignante et que, mais non, enseignante d'un autre, voilà, d'une autre manière, d'enseigner à ma façon, de transmettre à ma façon, sans forcément, sans école, sans, voilà, à inventer. Donc, l'entrepreneuriat, moi, me permet, au final, eh ben, de le faire à ma façon, comme je disais, et j'aide, j'ai accompagné là depuis 2 ans, ou peut-être un peu plus, petit à petit, ça s'est fait progressivement. C'était plus au hasard des rencontres. J'ai plus à accompagner des enfants dans leurs difficultés scolaires, dans leur manque de confiance, donc j'ai vu que, bah, en fait, tout ce que j'ai en moi d'émerveillement et de jeu, etc., tout ça, en fin de compte, ben, je le retrouve dans mes accompagnements euh, envers, en direction des enfants. Cette espèce voilà, eux sont tout contents finalement de revenir au jeu. Et je crois profondément que le jeu, c'est comme ça qu'on apprend, même en tant qu'adulte. Donc, ça a été plus facile pour moi d'aider dans un premier temps les adultes, donc les enfants, pardon, que j'accompagne encore. Euh, mais d'un point de vue quand même de m'y retrouver financièrement, c'est quand même d'aider les adultes en ligne sur lequel je mets mes efforts en ce moment pour m'y retrouver plus justement en aidant en ligne donc les adultes qui ont des difficultés avec l'écrit, avec l'orthographe notamment, peut-être avec un passé dyslexique, qui pensent que c'est pas possible, qui ont trouvé des stratégies et il y en a qui trouvent hein, des stratégies et c'est OK et c'est tant mieux et au contraire. Mais si parmi ceux qui nous écoutent dans leur envie de passer un cap, ben, ils sentent que ça les renforcerait de faire le point sur leur orthographe, de faire le point sur qui pensent qu'ils peuvent, dans leur visibilité aussi, améliorer leur orthographe, pouvoir communiquer plus facilement à l'écrit. Eh ben, moi, je pense, je peux être cette personne qui peut les aider en ligne. Je lance mes accompagnements en ligne. C'est, c'est, c'est imminent, on va dire. Je pense qu'à l'heure où sera diffusé cet enregistrement, je serai pas très loin de commencer à, mes accompagnements en visio, parce que pour moi, les visios, c'est plus les adultes, les enfants, je pense que c'est plus dans la réalité, les accompagner dans la nature. Ça, c'est ce qui me correspond le plus. Et donc voilà, tu me parlais de liens qui seront disponibles, que Oui, tu je pourras mettrai bien mettre. Je sûr te remercie. tous les liens nécessaires pour te contacter sous la vidéo. Et je voulais quand Merci. même préciser, parce que je sens que tu as du mal à le dire. Peut-être que tu n'en es pas consciente, je ne sais pas, tu me diras. Mais je Oui. trouve que ton envie d'accompagner les personnes à se reconnecter à leur capacité à écrire en toute autonomie et sans frustration et sans Sans jugement. culpabilité, sans honte, Mhm. je pense que ça parle d'estime de soi. Ça va au-delà de Mm. l'orthographe. Je veux dire, à une époque où, effectivement, on peut se faire corriger par Google, par les intelligences artificielles, etc. Je pense que là, tu proposes, les accompagnements que tu proposes, ça parle quand même d'estime de soi. Quand tu parles de
se tout à reconnecter fait. à sa nature, se reconnecter à qui on est, à ses besoins, à ses fonctionnements, et que tu dis, bah oui, même les gens qui sont dyslexiques, peut-être que ils pensent que c'est perdu, et en fait non. Et se Mm. reconnecter à de la lenteur, justement, réapprendre des choses, je pense que ça parle vraiment d'estime de soi, au-delà de l'orthographe. Mm. Oui, oui, tout à fait. Ben oui, en fait, l'orthographe, c'est très douloureux, hein. Ça, j'ai vu mon. C'est nourri un peu Alors, pas moi, parce que, évidemment, c'était pas un problème pour moi, hein. C'est pour ça que je suis devenue enseignante, hein. J'aimais bien, en fait. Mais, euh, mais j'ai vu que je pouvais pas aider dans le cadre voilà, Colère. hein, que j'ai décrit. Je pouvais pas aider et dans cette douleur, oui, c'est une vraie douleur, une vraie souffrance. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'aide aussi avec cette dimension globale où finalement, je ne suis pas dans le jugement, en fait. Et ça, effectivement, il y a besoin et ça remplacera pas les correcteurs orthographiques. Donc oui, 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 merci de souligner ça, Virginie. Mm, mm. C'est aussi comme ça que je conçois les choses, une relation humaine. Tout à Ouais, fait. tout à fait. Mm. Ah, merci beaucoup Agnès. Moi, c'était un vrai plaisir de t'entendre raconter tout ça, toutes ces prises de conscience, ce parcours qui est parti d'une souffrance acceptée finalement, parce que c'est ça, on peut continuer pendant des années en fait en niant ce qui ne va pas, en se disant je vais m'ajuster, je vais faire des efforts, comme on nous a appris, hein, je vais rentrer dans le cadre, je vais faire avec, voilà, jusqu'au moment où on se dit bah non, en fait, non, c'est pas ça qui est juste, c'est pas ça qui me convient et c'est pas comme ça que je peux donner le meilleur. C'est surtout ça en fait. C'est ce que Mm, j'adore dans le ta meilleur façon de de qui je présenter les suis. choses. Ouais. Mm. Donc Mm, merci encore Agnès. Et puis bah, merci à toi. j'espère que voilà que tout le monde aura pris la mesure de ce que tu proposes et osera prendre rendez-vous avec toi parce que des fois c'est ça, c'est aussi oser, hein. Donc on mettra aussi le lien pour te suivre sur LinkedIn pour les gens qui voudraient dans un premier temps juste observer. D'accord, pas de souci, pas de souci. Et puis encore merci et au revoir. Bonne poursuite à tous. Merci. Au revoir.